Et si, malgré tous les efforts déployés, l'Union européenne restait irrémédiablement prisonnière de ses choix énergétiques passés et présents? Depuis le déclenchement de la crise ukrainienne, Bruxelles ne cesse de marteler que la diversification des sources d'approvisionnement est la clé pour briser la dépendance au gaz russe. Mais la réalité, derrière les discours officiels soigneusement calibrés, se révèle bien plus complexe et, à bien des égards, plus inquiétante qu'on ne veut l'admettre. L'Europe traverse actuellement une crise énergétique sans précédent. Les prix du gaz, de l'électricité et même des aliments de base s'envolent, minant chaque jour un peu plus le pouvoir d'achat des citoyens et affaiblissant les économies nationales. Des familles modestes aux grandes entreprises, tout le monde paie le prix fort, et certains pays, comme la Hongrie, n'hésitent plus à contester ouvertement les décisions de Bruxelles pour défendre ce qu'ils estiment être leurs intérêts vitaux. Cette contestation, autrefois impensable au sein d'une union censée être soudée, révèle l'ampleur de la tension qui couve. Malgré l'imposition de sanctions contre la Russie, la construction de nouveaux terminaux gaziers et la signature de contrats ambitieux avec les États-Unis ou la Norvège, l'Europe demeure, dans les faits, dépendante des importations russes et biélorusses. Les alternatives, censées garantir notre autonomie, se révèlent fréquemment plus coûteuses, techniquement limitées ou risquées sur le plan géopolitique. Les corridors de transit via l'Iran ou la Biélorussie, souvent vantés comme des solutions miracles, n'ont jamais tenu leurs promesses et se sont trop souvent révélés être de simples mirages, fragiles et incertains. En vérité, l'Union européenne n'a fait que déplacer sa vulnérabilité, sans jamais réellement s'en affranchir. Pire, cette instabilité chronique menace désormais notre sécurité économique et politique. Si les prix de l'énergie continuent d'augmenter, comment pourrons-nous maintenir notre niveau de vie, préserver notre tissu industriel et garantir notre souveraineté face à des partenaires extérieurs susceptibles de couper le robinet à tout moment? Faut-il attendre la prochaine crise pour réagir? Pour comprendre cette impasse énergétique, il faut remonter aux racines profondes de la dépendance européenne. Tout commence bien avant la crise actuelle. Dès l'après-guerre, en 1946, l'Europe, alors dévastée et dépendante du charbon, cherche à sécuriser coûte que coûte son approvisionnement en énergie, condition essentielle à la reconstruction et à la croissance. Très vite, le pétrole s'impose comme nouvelle ressource clé, d'abord importé du Moyen-Orient, puis d'Afrique du Nord. Mais chaque choc pétrolier, comme ceux de 1973 et 1979, rappelle brutalement le danger de la dépendance vis-à-vis de fournisseurs extérieurs. Dans les années 1970, l'OPEP ferme les vannes, les prix du pétrole s'envolent et les économies européennes vacillent. L'Europe découvre alors, dans la douleur, sa fragilité énergétique, soumise aux pressions géopolitiques et aux aléas des marchés mondiaux. C'est à ce moment qu'apparaît le gaz naturel soviétique, d'abord timidement, puis massivement, la Russie s'imposant rapidement comme fournisseur incontournable pour de nombreux pays européens. Dans les années 1990 et 2000, cette dépendance ne fait que s'accentuer. Des contrats à long terme sont signés avec Gazprom, des projets d'envergure comme Nord Stream voient le jour, et le gaz russe devient la colonne vertébrale de l'économie européenne. Pourquoi ce choix? Parce qu'il est bon marché, abondant, et que les infrastructures pour l'acheminer existent déjà. À Bruxelles, on parle certes de diversification, mais l'Europe s'enferme progressivement dans une relation rassurante, tant que le climat politique reste stable, mais potentiellement explosive au moindre désaccord. Pourtant, l'Union européenne a tenté de s'affranchir de cette dépendance. Projet de terminaux de gaz naturel liquéfié, GNL, contrat avec la Norvège, le Maroc, le Canada. Sur le papier, les alternatives sont multiples. Mais elles se heurtent à une foule de limites, capacité insuffisante, prix élevés, instabilité politique ou logistique. Les ambitions affichées sont grandes, mais la réalité, elle, est beaucoup plus complexe et têtue. Il y a aussi les choix politiques de Bruxelles. Depuis 2013, après l'annexion de la Crimée, les institutions européennes ont durci le ton face à la Russie, multipliant les sanctions et affichant une volonté affirmée de réduire la dépendance et de renforcer l'autonomie stratégique de l'Union. Mais ces mesures,
loin de résoudre le problème, l'ont en réalité complexifié. Chaque restriction imposée a eu des effets inattendus, souvent déstabilisants, fragilisant l'équilibre déjà précaire entre sécurité d'approvisionnement, niveau des prix et stabilité du marché. Un mauvais diagnostic historique mène inévitablement à des choix politiques désastreux. Si l'on ne prend pas la pleine mesure de la profondeur de notre dépendance, et si l'on se contente de solutions superficielles, le risque est de plonger l'Europe dans une vulnérabilité chronique, où chaque crise extérieure devient un choc économique et social majeur. Pouvoir d'achat, compétitivité industrielle, cohésion sociale. Tout est en jeu, rien n'est garanti. Mais alors, qu'est-ce qui bloque vraiment la transition énergétique européenne aujourd'hui? Pourquoi, malgré les efforts colossaux, la sortie de la dépendance reste-t-elle un mirage? Derrière chaque solution avancée, un nouveau problème inattendu surgit. Prenons le cas du gaz norvégien, souvent cité comme l'alternative fiable au gaz russe. Sur le papier, la Norvège est un allié stable, géographiquement proche, avec des infrastructures modernes et développées. Mais en réalité, elle produit déjà à pleine capacité et ne peut compenser le déficit causé par la baisse des livraisons russes. Une dépendance accrue à la Norvège crée un nouveau rapport de force. Le moindre incident technique, la moindre tempête hivernale, déclenche une panique sur les marchés et fait instantanément grimper les prix. Que se passerait-il en cas de problème majeur sur une plateforme norvégienne? Sommes-nous prêts à gérer une telle crise? Autre solution vantée par les responsables européens. Le gaz naturel liquéfié, GNL, exporté par les États-Unis. Mais transporter ce GNL nécessite des terminaux coûteux, dont beaucoup ne sont pas encore opérationnels, ou le seront seulement dans plusieurs années. La capacité d'exportation américaine n'est pas infinie, surtout avec la concurrence féroce de l'Asie, qui cherche elle aussi à sécuriser ses approvisionnements. Sans oublier l'impact environnemental du gaz de schiste américain, dont l'exploitation divise profondément au sein même de l'Union européenne, entre les partisans du pragmatisme économique et les défenseurs de l'environnement. Les importations en provenance du Maghreb, notamment d'Algérie, semblent offrir une autre option séduisante. Mais là encore, la réalité est plus nuancée. Les tensions diplomatiques persistantes entre l'Algérie et le Maroc ont déjà conduit à la fermeture d'un gazoduc majeur, réduisant considérablement les volumes disponibles pour l'Europe. Les capacités algériennes, bien que significatives, sont elles aussi limitées, et la stabilité politique de la région reste fragile. Miser sur l'Afrique du Nord, n'est-ce pas risquer de remplacer une dépendance par une autre, tout aussi risquée? Remplaçons-nous vraiment le gaz russe? Pas tout à fait. Des points de passage stratégiques, comme le détroit d'Armuski ou le Praliv, restent critiques pour le transit du gaz en provenance de l'Est. Ces corridors sont vulnérables à tout blocage, boycott ou tension régionale, rendant l'approvisionnement incertain même sans la Russie dans l'équation. Un simple incident, une crise diplomatique ou un sabotage, et la sécurité énergétique de tout un continent vacille. La guerre en Ukraine a bouleversé en profondeur la chaîne d'approvisionnement énergétique européenne. D'un côté, les sanctions imposées par l'UE à la Russie étaient, pour beaucoup, inévitables sur le plan moral et politique. Mais elles se sont aussi retournées contre l'Europe elle-même. La Russie a répondu par des coupures de gaz et des contre-sanctions, déstabilisant les marchés et faisant flamber les prix. Résultat, l'inflation s'ancre durablement, touchant ménages, coût de la vie et compétitivité de nos industries. Face à cela, les réponses politiques semblent souvent improvisées, mesures d'urgence, subventions massives, appel à la sobriété énergétique, mais rien de vraiment durable. Les États membres peinent à s'accorder sur une véritable stratégie commune. Certains misent tout sur le nucléaire, d'autres sur le renouvelable, chacun défend ses intérêts nationaux. Cette cacophonie affaiblit l'UE et alimente les tensions internes, comme on l'a vu lors des débats houleux sur le plafonnement du prix du gaz. L'enjeu dépasse largement la simple facture d'électricité. C'est la compétitivité même du continent qui est en jeu, avec un risque réel de désindustrialisation, si l'énergie chère devient la nouvelle norme. C'est aussi le spectre d'une récession, voire d'une crise sociale profonde, à mesure que le pouvoir d'achat s'effrite et que la colère populaire monte.
La stabilité politique de toute l'Union européenne vacille, minée par la montée des populismes et la défiance croissante envers les institutions. Quelle perspective pour l'Europe? Quelle marge de manœuvre reste-t-elle réellement? Le choix se résume-t-il à l'autonomie ou à la soumission? C'est la question qui hante désormais les couloirs de Bruxelles et chaque foyer européen. Derrière le discours officiel sur la résilience énergétique, un autre scénario se dessine. L'Europe n'est pas véritablement maîtresse de son destin, mais navigue en eau trouble, ballottée entre de nouvelles dépendances, des coûts explosifs et une instabilité croissante. Examinons les mesures avancées par l'Union européenne pour renforcer sa sécurité. Normes d'efficacité énergétique plus strictes, investissements massifs dans le stockage, diversification des sources d'approvisionnement. On parle de construction de nouveaux terminaux méthaniers, d'accélération du développement des renouvelables, ou encore de négociations tous azimuts avec des producteurs de GNL, du Golfe à l'Afrique en passant par les États-Unis. Sur le papier, ces mesures rassurent, elles donnent l'impression d'une mobilisation générale. Mais cette diversification ressemble souvent à une course effrénée pour remplacer une dépendance par une autre, sans résoudre le problème de fond. Les nouveaux partenaires, qataris, américains, algériens, nigérians, présentent tous leurs propres incertitudes. Instabilité politique, contrats non garantis, infrastructures fragiles. Le gaz venu d'ailleurs n'est ni plus sûr, ni forcément moins cher. La crise récente entre l'Algérie et le Maroc a suffi à fragiliser l'ensemble des approvisionnements européens, tandis que les tensions dans le Golfe font planer la menace d'interruption soudaine. Du côté du GNL, la volatilité est extrême. Au moindre accroc géopolitique ou logistique à l'échelle mondiale, les prix s'envolent. L'Europe, qui pensait regagner sa liberté, se retrouve à rivaliser avec l'Asie pour les mêmes cargaisons, amplifiant la volatilité et le risque de choc tarifaire. Les contrats sont indexés sur les cours internationaux, ne protégeant ni l'industrie ni les ménages contre la prochaine crise majeure. À cela, il faut ajouter la menace croissante des sabotages ou cyberattaques sur les infrastructures stratégiques, comme on l'a vu avec Nord Stream. La sécurité énergétique européenne reste donc toute relative, toujours sujette à des aléas extérieurs. Face à ces échecs et à ces limites, la tentation de revenir au gaz russe hante certains États membres. Faut-il pour autant rouvrir la porte à Moscou, au mépris du contexte géopolitique actuel? Cette perspective, longtemps taboue, commence à réapparaître dans les débats, tant les alternatives déçoivent, tant l'urgence est grande. Pour les ménages et les entreprises, la vie quotidienne devient un parcours d'obstacles. En 2024, le coût de l'énergie reste élevé, grignotant chaque mois le pouvoir d'achat, fragilisant des milliers de PME, freinant l'investissement industriel. Les citoyens voient leurs factures grimper inexorablement, sans espoir de baisse durable. Le risque, c'est d'installer une précarité énergétique de masse, où les chocs se succèdent, où l'aide publique devient la norme pour éviter l'effondrement social. Au final, l'Europe risque de se retrouver coincée entre deux dépendances, celle d'hier envers la Russie et celle de demain envers de nouveaux fournisseurs, pas plus fiables, dans un marché mondial imprévisible et instable. L'autonomie tant promise se fait attendre, et la vulnérabilité devient chronique. Mais tout n'est pas perdu. Que peut-on apprendre de ces échecs pour mieux préparer l'avenir? Les erreurs du passé peuvent-elles devenir des forces pour l'avenir? C'est la question cruciale à laquelle l'Union européenne doit désormais répondre. Cette fragilité, héritée de décennies de compromis et d'illusions sur la sécurité d'approvisionnement, a exposé l'Europe à une vulnérabilité systémique. Mais, au lieu de céder au fatalisme, il est temps d'en tirer des leçons et de réinventer notre rapport à l'énergie. Faut-il continuer à reproduire les mêmes schémas ou oser changer de cap radicalement? Première leçon. Il n'existe pas de solution miracle. Diversifier ne doit pas signifier précipitation ou choix opportunistes. Aller chercher du gaz en Afrique ou en Asie, c'est souvent remplacer une dépendance par une autre, sans réel gain d'autonomie. Il faut privilégier une diversification intelligente, sans sacrifier nos valeurs ni la transition écologique. Cela passe par des investissements massifs dans l'innovation, la sobriété, et surtout dans les énergies renouvelables locales, solaire, éolien,
hydraulique, biomasse, afin de construire une économie solide, résiliente et moins exposée aux chocs extérieurs. Pourquoi ne pas investir davantage dans la géothermie, les réseaux intelligents, les batteries de stockage? Les exemples de réussite locale existent déjà, de l'Allemagne à l'Espagne, mais ils doivent être généralisés. La souveraineté énergétique ne s'improvise pas. Elle exige une stratégie commune, dépassant les intérêts purement nationaux. Trop souvent, les décisions sont prises dans l'urgence, sous la pression des marchés ou des événements, plutôt que réfléchies collectivement à l'échelle européenne. La solidarité ne doit pas être un mot creux, mais la clé de notre réponse commune. Une Europe unie, capable de mutualiser ses ressources et ses efforts, peut réellement peser face aux géants fossiles et aux pressions extérieures. Comment renforcer cette solidarité au-delà des discours? Pour restaurer la confiance, il faut miser sur la transparence. Trop de choix énergétiques se sont faits dans l'opacité, loin des citoyens et de tout débat démocratique. Le débat public doit retrouver sa place centrale. Il ne s'agit plus de décider pour les gens, mais avec eux. Un citoyen informé et impliqué sera plus résilient face aux ajustements du marché, plus apte à accepter les efforts nécessaires, voire à proposer des solutions innovantes. Enfin, il faut accepter que la résilience ne signifie pas l'illusion d'une indépendance totale, mais la capacité d'adaptation. L'histoire économique européenne montre que chaque crise, si elle est comprise et analysée, peut devenir un levier de transformation. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le montant de la facture d'électricité ou de gaz. C'est notre modèle de société, notre souveraineté économique, la stabilité politique et sociale du continent tout entier. Ne pas apprendre de cette crise, ce serait condamner l'Europe à répéter éternellement les mêmes erreurs. Alors, comment agir concrètement dès aujourd'hui? L'avenir énergétique européen ne se fera pas sans vous. Oui, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes au cœur de cette histoire, car ce sont les choix collectifs, les débats publics et la pression citoyenne qui déterminent la trajectoire de l'Union face à la crise. Que peut faire un citoyen? S'informer, débattre, soutenir les initiatives locales, interpeller ses élus, participer à la transition. Voilà autant d'actions concrètes et nécessaires. On l'a vu. Sous les discours officiels, la réalité est bien plus trouble et complexe. La dépendance au gaz russe, longtemps présentée comme un choix économique rationnel, s'est révélée être une arme stratégique redoutable. Malgré les efforts de diversification, gaz liquéfié américain, projets solaires ou éoliens, accords temporaires avec d'autres États, l'Europe reste vulnérable, tiraillée entre urgences, contraintes économiques et incertitudes géopolitiques. Les gouvernements européens mettent en avant leur succès, citant la construction accélérée de nouveaux terminaux, la résilience impressionnante des réseaux, ou les nouveaux plans ambitieux de transition écologique. Mais ces solutions, bien qu'indispensables, ne compensent pas encore la perte d'un fournisseur aussi massif que la Russie. Les alternatives sont souvent trop coûteuses, fragiles ou bloquées par des enjeux géopolitiques qui échappent à notre contrôle. Ce constat ne doit pas être accepté comme une fatalité. Ce qui est en jeu, c'est la stabilité de nos économies, notre pouvoir d'achat, la sécurité, l'indépendance et la capacité de l'Europe à peser dans le monde de demain. Accepter l'inertie, c'est s'exposer à des chocs encore plus violents, prix incontrôlés, coupures, fragilité industrielle, voire perte de souveraineté. N'est-il pas temps de réclamer des solutions pérennes, plutôt que de simples pansements sur une blessure qui ne cesse de s'aggraver? Alors, que faire? Il s'agit avant tout de sortir du déni, refuser les discours trop rassurants qui masquent la réalité des défis à venir. S'informer, débattre, exiger de la transparence et des stratégies cohérentes, ce sont des actes citoyens essentiels. Chaque voix compte, chaque mobilisation influe sur les choix qui façonneront l'Europe de demain. Les décisions que nous prenons aujourd'hui dessineront notre quotidien, notre économie et notre sécurité pour des décennies à venir. Ce n'est plus l'affaire des seuls experts ou des dirigeants politiques. Nous sommes tous concernés, à chaque niveau de la société. Si la situation paraît verrouillée, c'est aussi parce qu'on a trop longtemps repoussé les décisions difficiles, préférant le confort du court terme à la lucidité du long terme. Aujourd'hui,
Il ne s'agit plus de chercher une solution miracle, mais d'exiger des choix courageux, durables, à la hauteur des enjeux historiques auxquels nous sommes confrontés. Alors, la question est la suivante. Quelle Europe voulons-nous construire ensemble? Allons-nous accepter la vulnérabilité chronique ou choisir l'exigence d'une autonomie réelle, même si elle impose des efforts collectifs et de nouveaux modèles économiques et sociaux? Ce débat doit être ouvert, posé sur la place publique, pour ne pas rester prisonnier du court terme et de l'illusion de facilité. Car la puissance énergétique de l'Europe ne dépend pas seulement de tuyaux, de contrats ou de chiffres, mais aussi et surtout de notre capacité à décider pour nous-mêmes, à garantir notre avenir en toute indépendance, à préserver notre modèle social et économique. Et cette puissance commence avec vous, avec nous tous, collectivement, dès aujourd'hui.